Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'utilisation du pressure mapping et on va, au début, peut-être en parler plus généralement, mais on va se concentrer vraiment sur l'utilisation du pressure mapping lors des interventions en positionnement. Alors, le plan de la présentation, ben, pour être sûr que tout le monde parle de la même chose, on va commencer par parler très brièvement du pressure mapping, le système lui-même et les données qu'il nous fournit. Ensuite, on va regarder quelques comparaisons de coussins avec des images de pressure mapping, l'effet de différents ajustements de positionnement également sur les images, et on va faire une petite séquence spécifiquement sur le coussin rouleau. Également, ben, je vais vous parler des limites tout de même de notre expérimentation, du pourquoi et du comment de ces images-là qu'on a pris en équipe. Et finalement, puisque nous sommes actuellement en démarche pour changer notre système de pressure mapping, je vous ai gardé 3 petites diapositives pour vous parler de notre processus de sélection. Si ça peut aider d'autres équipes dans leur choix, on est prêt à partager l'information que nous avons recueillie. Évidemment, on aura une période de questions à la fin. Donc, qu'est-ce que c'est le pressure mapping? Bien, c'est un outil quantitatif qui nous permet de collecter de l'information quant à la pression en millimètres de mercure entre le client et la surface sur laquelle il est assis ou parfois couché si on l'utilise au niveau du dos. Il est composé d'un petit matelas très mince à l'intérieur duquel il y a des cellules captatrices de pression qui sont intégrées à des distances différentes, tout dépendant du type de système qu'on a. C'est relié à un ordinateur qui lui-même est relié à un écran qui nous permet d'avoir des images avec une répartition de couleurs et plusieurs autres données. C'est aussi, il faut le rappeler, un équipement assez dispendieux qui, avec le temps, s'est perfectionné pour tout de même devenir transportable et utilisable peut-être plus couramment dans le cadre de nos cliniques, mais ça demeure que le coût de l'équipement est grand, puis il y a une certaine fragilité qui est reliée au système, notamment au niveau du matelas. Donc, c'est quelque chose qu'on doit considérer quand on doit acheter un équipement. Il y a divers prix avec diverses options. On va en parler plus tard. Ça ici, c'est notre pressure mapping qu'on a actuellement, qui a plus d'une dizaine d'années. C'est le modèle X-Sensor. Donc, simplement pour montrer là, le matelas qui est installé sur la base de positionnement et le petit ordinateur avec l'écran qui est relié. Donc, cet outil-là, c'est pas d'hier qu'on utilise cet outil. Historiquement, au tout début, il y avait l'industrie qui avait proposé, notamment aux compagnies d'assurance aux États-Unis, d'utiliser cet équipement-là pour être capable d'identifier des solutions de positionnement qui seraient plus efficaces que d'autres. Les compagnies d'assurance qui sont souvent à la recherche d'une réponse magique, d'un coussin magique pour tout le monde, ou encore de données quantitatives parce qu'ils trouvent que ça a une plus grande valeur, avaient sauté sur l'occasion d'exiger l'utilisation de ce type d'équipement-là pour pouvoir justifier un coussin. Au final, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet-là, qui ont mis en exergue qu'il y avait vraiment des limites quant à l'efficacité de ce mode de sélection-là. Notamment, j'ai mis quelques exemples, mais il y a beaucoup de facteurs qui influencent la prise d'image, qui viennent souvent du client lui-même, sa situation physique. Est-il en forme cette journée-là? Est-ce qu'il est habillé avec des vêtements rigides comme des jeans ou avec des vêtements plus souples en nylon qui permettent une meilleure distribution de la pression? S'est-tu bien hydraté? C'est-tu la fin de l'après-midi, début de l'avant-midi? Donc, à cause de toutes ces variables qui peuvent influencer le résultat de la prise d'image et de mesure, bien, ça a été plutôt délaissé comme outil au niveau de déterminer un coussin magique pour tout le monde, puis même pour justifier uniquement, là, ça a été délaissé comme utilisation parce que c'était très contestable. Donc, qu'est-ce qu'on fait présentement davantage? C'est beaucoup plus d'utiliser cet outil-là pour un client spécifique avec quelques surfaces avec lesquelles on veut faire des essais pour vérifier s'il y en a une qui correspond mieux aux besoins.
notamment s'il y a on suspecte des sites où il peut y avoir un développement de plaie de pression. La pression, c'est un facteur important lorsqu'on a une fragilité au niveau de la santé de la peau, qui se combine avec beaucoup d'autres facteurs comme le cisaillement, notamment l'incontinence et tout ça. Mais en fait, on peut, avec un même usager, dans un temps circonscrit, faire des essais sur plusieurs surfaces avec le pressure mapping et pouvoir comparer les prises d'empreintes. Comme vous voyez, j'ai mis l'emphase sur le fait que ça prend un minimum de 8 minutes pour qu'une personne handicapée assise sur le matelas qui est placé sur un coussin que ce soit fonctionnel là, de faire la prise de mesure puis qu'on puisse avoir une donnée qui est utilisable. Donc, on peut s'imaginer qu'avec la complexité de certains transferts, que parfois, il faut lever et rasseoir la personne si on se rend compte qu'il y a des petites cellules qui ont été pincées. On ne pourra pas essayer 60 coussins dans un après-midi, ça c'est définitif. Moi, dans ma pratique, je dirais que 4 coussins, c'est un bel objectif maximal. C'est plus que ça, les gens commencent à être fatigués. Le positionnement, à un moment donné, la personne a besoin de bouger davantage. Donc, tu sais, 4 surfaces, ce serait comme ce que moi, je pense qui est le meilleur dans une demi-journée. Puis, on ne peut pas vraiment comparer d'une demi-journée à l'autre parce qu'il y a trop de facteurs là, qui changent au niveau du client lui-même. Évidemment, ça va nous donner une mesure. On va parler des types de mesures un petit peu plus tard, mais ça va nous donner une mesure quantitative qu'on doit absolument combiner avec notre expérience clinique, avec l'expérience clinique que le client a par rapport à son choix de coussin et également avec notre jugement clinique. Fait que ce n'est pas un outil qui va prendre la décision à notre place, mais c'est un outil qui nous aide, notamment au niveau de la pression, d'avoir de l'information plus quantifiable et peut-être aussi plus précise. Alors, parmi les données qui sont disponibles, outre l'image dont on va parler beaucoup dans les prochaines minutes, il y a 3 données que nous, on utilise davantage pour être capable de déterminer si c'est un bon choix pour un client. La première, c'est la surface de pression. Ça, c'est le nombre de cellules captatrices qui sont sollicitées, qui enregistrent une pression. Plus ce nombre-là est élevé, plus ça veut dire que le client, son poids est réparti sur une grande surface. Donc, ça a un effet plus préventif au niveau de la pression parce que ça répartit mieux la pression. Nous, on trouve cette donnée importante et on en tient vraiment compte quand on analyse les captations. Une autre donnée qu'on utilise peut-être un peu moins, mais qui a son importance, c'est la pression moyenne. La pression moyenne, c'est l'ensemble de l'addition des pressions de chaque cellule qui est sollicitée divisé par le nombre de cellules. Puis ça, ce que ça fait, c'est aussi au niveau de la redistribution de pression, ça nous donne une information si une valeur est basse, ça veut dire qu'il y a une bonne répartition de pression. Si la valeur est haute, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pression qui est sollicitée sur peu de capteurs, donc la pression donc c'est une donnée qui n'est pas favorable. Finalement, les pics de pression, bien évidemment, ça, c'est lorsque la cellule est sollicitée avec une pression supérieure à la moyenne, puis c'est associé souvent à un point de couleur, une couleur chaude. Plus la couleur est chaude, plus ça veut dire qu'il y a de la pression. Donc, ça ici, ça peut être un indicatif de 2 choses. Ça peut être un indicatif qu'il y a beaucoup de pression, notamment en dessous d'une proéminence osseuse. Puis ça devrait être une préoccupation qu'on a quand on voit des pics de pression sous une proéminence osseuse. C'est un risque. Ça peut aussi vouloir dire que le matelas s'est pincé, là, que des petits capteurs qui ont été pincés. Puis là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut retransférer le client, replacer le matelas comme il faut et le rasseoir pour être sûr d'avoir une bonne captation de pression. Fait que donc, dans ce temps-là, c'est plus pour nous indiquer comment on doit installer le client. Puis nous, on utilise ça évidemment, surtout quand c'est en dessous des proéminences osseuses. On a déjà eu des clients qui verbalisaient des points, on avait beau passer la main en dessous, vérifier, puis finalement, quand on utilisait le pressure mapping, à 2 reprises, on a vu apparaître des pics. Fait que ces pics-là, c'est vraiment intéressant. Ça peut faire ressortir, ça peut objectiver une problématique qu'un client verbalise. Fait que donc, c'est toujours bon de garder ça en tête.
Mais le propos aujourd'hui, ce ne sera pas tellement de ça qu'on va parler parce que ça, cette utilisation-là, avec les mesures que je viens de vous donner, c'est quelque chose qui est relativement bien connu et que la plupart d'entre vous, si vous avez accès à ce type de système-là, vous connaissez. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous diffuser, c'est une façon différente qu'on a décidé d'utiliser le pressure mapping avec certains clients et surtout avec certains intervenants de centres d'hébergement avec qui on avait de la difficulté de faire passer l'importance de bien ajuster certains éléments de positionnement ou de bien placer le coussin une fois que la housse était nettoyée, dans le bon sens de préférence quand on a un coussin profilé. Donc, nous, on avait fait une simulation. Évidemment, on n'avait pas pris une personne handicapée, on avait pris un d'entre nous. Et puis, on avait pris des prises de mesure pour faire une image vaut 1000 mots pour voir comment on était capable de bien diffuser l'information. On va commencer avec les coussins. Alors, ça, c'est une image vaut 1000 mots. Donc, avant que je commence, là, je vais parler de coussins qui ont des noms, mais c'est des noms que vous ne connaissez peut-être pas. C'est parce que nous, ici, on fabrique beaucoup à Lethbridge nos coussins. Fait que donc, je vais vous donner quand même la composition de ces coussins-là, si jamais ça peut vous donner une meilleure image. Fait que donc, le coussin confort, chez nous, c'est un coussin plat qui est composé de 2 pouces de Néo 40 et de 1 pouce de Néo 30, le Néo 30 étant la surface, la couche de surface. Donc, on va le comparer, lui, à certains coussins, mais on va comparer aussi le Maxima. Le Maxima, c'est un coussin profilé fait chez nous qui est composé d'une base de plastazote pour en assurer la rigidité qui est au fond. Ensuite, il y a à l'avant un biseau crural de 3/4 de pouce, ainsi que 2 biseaux pelviens à l'arrière en constructaforme. Ensuite, 1 pouce de Néo 40 et la couche finale est 1 pouce de Néo 30. Et on peut ajouter d'autres couches par-dessus cette composition et c'est aussi de ça qu'on va parler tout à l'heure. Alors, sans surprise, quand on assoit quelqu'un sur un coussin plat versus un coussin profilé, on voit que la répartition de pression est vraiment meilleure sur un coussin profilé. Au niveau des ischions, mais même au niveau du coccyx, on voit, puis c'est exactement la même personne là, qui s'est assise sur les 2 coussins, on voit que les cellules s'en vont vers la couleur plus chaude, donc le jaune, le vert, lime, et tranquillement, pas vite, on peut même aller jusqu'au orange ou au rouge, vous allez le voir sur d'autres images. Tandis que le coussin Maxima, lui, fait une meilleure redistribution de la pression, puis on a beaucoup moins de points qui s'en vont vers les couleurs chaudes. Donc, si on n'était pas déjà convaincu qu'il y a une meilleure redistribution de pression sur un coussin profilé, en voici la preuve. Ensuite, on a additionné le coussin Maxima, qui est notre profilé, d'une couche finale de gel quadrillé. Je ne sais pas si vous utilisez cette surface-là, mais nous, pour le cisaillement, on utilise parfois ce matériau-là, qui, à ce que je sais présentement, est un peu plus difficile à se procurer, mais donc, c'est un matériau quand même assez utilisé ici lorsqu'on a du cisaillement. Mais sans surprise, le cisaillement et la pression, ce n'est pas deux problématiques qu'on peut régler avec le même type de coussin facilement. Parce qu'on voit bien que les petits carrés du gel quadrillé, ils sont là sur l'image. Donc, on est capable de voir que la pression est différente entre le centre du quadrillé et les pourtours. Donc, les gens qui nous disent « je le sens, moi, qu'il y a des carrés », ils ont raison, ils sont juste très sensibles, mais ils ont raison. Et on voit qu'il y a émergence de la couleur lime, puis même un peu de jaune. Donc, il y a plus de pression, notamment au niveau des ischions. Donc, ce n'est pas un choix à la base, le gel, pour réduire la pression. C'est vraiment plus pour l'utiliser pour le cisaillement. Si on a quelqu'un qui n'a pas de problème de peau, idéalement qui est capable de changer de position, il n'y a absolument aucun problème à utiliser ce type de surface-là. Mais lorsqu'on a une fonte des muscles, fessiers, notamment en dessous des ischions, c'est dangereux, il faut être très vigilant parce que ce coussin-là est plus dur, donc il ne serait pas indiqué là, dans ce type de problématique-là. Ce serait à surveiller, en tout cas. Le pilotope,
Le Pilotop, c'est une couche de gel silicone quadrillé bleu que vous connaissez probablement parce que c'est la couche finale du Geomatrix Silver. Nous, ici, on en commande directement à la compagnie Blake et on le fait venir en feuilles, on le découpe et l'utilise sur la couche finale de beaucoup de nos coussins. Là, on est toujours avec le coussin profilé. Et puis, pourquoi on utilise ça? C'est parce que les gens nous disent que c'est beaucoup plus confortable, notamment pour les gens qui pèsent moins de 150 livres. Là, le gel silicone n'a pas tendance à s'écraser complètement, puis il assure une certaine forme d'absorption des chocs et de la pression. Fait que donc, on a voulu vérifier si le confort verbalisé par certains de nos clients que c'était plus confortable d'être assis sur une couche finale de Pilotop. Est-ce que ça se traduit en pression? Fait que donc, on le voit, il y a une bonne distribution de pression. On a perdu les petites teintes de verte au niveau des ischions. Fait que donc, on pourrait penser que c'est une solution qui pourrait amener une meilleure redistribution de pression. Encore une fois, il faut le tester avec les clients qui présentent notamment un risque élevé de plaies ou des plaies. Pour chaque client, il faut faire le test, mais bon, ce serait une solution intéressante selon ce qu'on a vu nous autres lors de cette prise de mesure. Maintenant, évidemment, on connaît la réalité en centre d'hébergement de nos clients que le personnel remet la housse à l'envers sur le coussin ou encore ne fait pas attention au sens, puis recolle le coussin à l'envers dans le siège. Fait que donc, je suis sûre qu'il n'y a personne qui est très surpris de voir que quand on utilise un coussin profilé à l'envers, ça provoque énormément de pression, surtout au niveau des ischions, et c'est préoccupant. Donc, dans certains milieux, à moins d'avoir bien enseigné et d'avoir eu l'adhésion du personnel, ce serait même défavorable d'utiliser cette solution-là. On serait beaucoup mieux avec la prochaine image. Je vous ramène le coussin plat. Là. Le coussin plat, lui, qu'on ne peut pas mettre n'importe comment dans n'importe quel sens, donne une meilleure répartition que si on met le coussin profilé à l'envers. Fait que dans certains endroits, notamment les RPA, où est-ce qu'on sait qu'on n'aura pas énormément de suivi, puis que le personnel change beaucoup, ou le personnel n'est pas convaincu ou convaincable à l'importance du sens du coussin, ben nous, on a tendance à y aller vers un coussin plat parce qu'on pense que c'est préférable que de risquer de mettre le client sur un coussin profilé à l'envers. Avant de passer à une autre section, on est allé vérifier parce que parfois, on a des clients qui sont assis sur un Geomatrix, puis là, ben, on pourrait être tenté des fois d'essayer de voir avec eux, es-tu plus confortable sur le Silver ou tu es plus confortable sur le Gold? Le Gold, il est plus dur que le Silver, évidemment. Il est fait pour soutenir un poids supérieur à celui du Silver. C'est comme ça qu'on détermine de quelle catégorie on va de l'un à l'autre. On est allé faire une mesure pour quelqu'un qui pesait plus de 160, en fait autour de 170 livres, donc plus de 160, qui est la limite entre le Silver et le Gold, et on l'a assis sur les deux types de Geomatrix. Et on voit bien que le Silver, bien qu'il soit plus mou, il augmente la pression pour quelqu'un qui dépasse le poids maximal du coussin. Fait que ce n'est pas une question nécessairement de goût, surtout si on veut s'assurer de trouver un coussin préventif. Il faut y aller aussi avec la limite de poids du coussin. C'est important de suivre là, cette charte-là. Fait que ça termine la section coussin uniquement. Maintenant, ce qu'on va aller regarder, c'est qu'est-ce qu'on voit quand on change certains ajustements d'unité de positionnement sur la répartition de pression? Alors, à la base, on est retourné avec notre coussin profilé. Et puis, on a installé notre personne assis dans un fauteuil roulant manuel bien ajusté avec les bras installés sur les appuis-bras. Et puis, après ça, on a demandé à la personne de mettre ses bras sur ses jambes, comme si elle n'utilisait pas là, de support au niveau des membres supérieurs. Fait qu'on voit que c'est pas juste c'est pas farfelu de dire que c'est important d'avoir un support aux membres supérieurs, parce que ce support-là
fait que la distribution du poids provenant des épaules, du cou, puis du haut du dos et des membres supérieurs se retrouve en partie sur les avant-bras, ce qui diminue la quantité de pression qui se retrouve au niveau des ischions et du coccyx, surtout si on a une bascule postérieure du bassin. Donc, quand on a quelqu'un qui a tendance à avoir toujours les mains sur les jambes et que l'enjeu de la contention n'est pas là, c'est important d'essayer de voir s'il y a moyen, soit en ajoutant une table cabaret, des appuis-bras surdimensionnés ou même en préconisant l'utilisation d'une table d'hôpital lorsque la personne, mettons, regarde la télévision ou est dans une activité où elle ne doit pas se déplacer. Ça a vraiment un impact au niveau de la pression. C'est une sensibilisation que je pense qu'il faut continuer à avoir. C'est assez révélateur. Puis, c'est congruent avec ce que disent les études au niveau des interventions pour diminuer la pression, d'offrir un support aux membres supérieurs. Fait que parfois, en centre d'hébergement, on pourrait pouvoir utiliser cette image-là pour sensibiliser le personnel d'installer la table ou d'installer le client devant une table avec ses bras sur une table mobile, par exemple. Ensuite, sans surprise, lorsqu'on a les appuis-pieds qui ne sont pas bien ajustés, ça envoie énormément de pression au niveau des ischions. Et là, je n'ai pas fait la prise de mesure avec quelqu'un qui aurait un positionnement émis, mais c'est sûr que pour quelqu'un qui fait une propulsion à un demi-quart et qui a une parésie de l'autre membre inférieur, donc qui doit porter l'appui-pied, on doit être sensible au fait que ça surélève, si on surélève l'appui-pied pour pas qu'il touche au sol, on envoie beaucoup de pression au niveau de l'ischion. Parfois, utiliser un appui-jambe élévateur bloqué à l'extension qui est requise pour clairer le sol, c'est une solution plus gagnante au niveau de la répartition de pression pour éviter qu'on se retrouve avec beaucoup de pression sur l'ischion. Ceci dit, se rappeler qu'au changement de saison, par exemple, quand on passe de l'été à l'hiver, souvent le port des sandales qui est remplacé par une chaussure plus épaisse, comme une bonne chaussure de sport, ça peut nécessiter un ajustement des appuis-pieds, puis il faut sensibiliser le personnel à nous solliciter ou encore à faire eux-mêmes l'ajustement parce que l'inverse se fait aussi lorsque quelqu'un cesse de porter des chaussures et porte après ça des bas ou encore des pantoufles, l'épaisseur d'un pouce ou deux qu'on perd à ce moment-là, ça peut avoir un gros impact au niveau de la pression supplémentaire qu'on mettrait au niveau de l'ischion. Par ailleurs, si on a les appuis-jambes, les appuis-pieds trop longs, bien là, ce que ça fait, c'est que ça envoie évidemment la pression à l'avant. Ça diminue la pression au niveau des ischions, mais je ne dirais pas que c'est une façon de gérer la problématique de la pression au niveau des ischions parce que ce que ça fait aussi, c'est que ça provoque du glissement. Donc, il y a toutes sortes d'autres problématiques qui vont venir à ce sujet-là. Mais c'était drôle de remarquer qu'en fait, au niveau de l'ischion, c'était quasiment comme une amélioration, mais c'est comme c'est un positionnement qui est beaucoup moins stable parce que les jambes ne sont plus des butées là, pour éviter le glissement, mais on s'imagine qu'à la longue, la posture va devenir beaucoup moins fonctionnelle. Finalement, voici ce que ça fait quand on assoit la même personne sur un piquet et une toile de lève-personne. Fait que là, on peut voir qu'il y a certains endroits en dessous que le matelas de pression, il y a eu des pincements au niveau de la captation de pression. Puis, il y a certaines sangles ou certaines démarcations du textile qui provoquent là, des amoncellements de matériel qui peuvent faire de la pression. Ça non plus, je ne pense pas être ici en train de vous apprendre quelque chose que vous ne connaissiez pas. Je pensais que ça nous montrerait quelque chose de plus rouge, comme quoi parfois, les images ne nous permettent pas d'avoir ce qu'on avait en tête pour les montrer, parce qu'évidemment, nous autres, c'est après quelques minutes qu'on a pris cette image-là, mais on peut s'imaginer que si 1 heure plus tard, la personne est encore assise sur son amoncellement de textile, probablement que l'image va donner va être pire. Sauf qu'il faut s'attendre parfois à avoir une image qui ne transmet pas exactement ce à quoi on s'attendait. Celle-là, c'est un bon exemple. Maintenant, on va s'en aller avec le coussin ROO.
Le coussin ROO, moi, j'ai utilisé ces images-là beaucoup plus avec des clients qui ont tendance à demander notamment qu'on mette de l'air, puis remettre de l'air dans leur coussin ROO. Donc, moi, j'ai utilisé au moins les 2 premières captations pour bien montrer au client. Puis, en fait, on peut l'utiliser avec le client lui-même, son propre ROO, trop gonflé, pas assez gonflé, c'est encore plus parlant. Mais lorsqu'on n'a pas le médium, là, le pressure mapping sous la main pour pouvoir le faire, on peut utiliser là, facilement des images qui ont déjà été prises. Donc, lorsqu'on calibre bien le coussin ROO, on voit que la surface de pression, elle est vraiment grande et il n'y a pas beaucoup de points où est-ce qu'il y a de la pression. Toutefois, lorsqu'on gonfle trop gonflé le coussin, les cellules se mettent à être avec une petite pointe sur le milieu. Donc, on a moins de surface sur laquelle le client s'appuie. Et puis, aux endroits où est-ce qu'il y a des proéminences osseuses, bien là, il y a tendance à y avoir des pics de pression qui se déclarent. Ça, évidemment, ça transparaît sur l'image. Et après ça, bien, lorsque le coussin n'est pas assez calibré, qu'il n'y a pas assez d'air dedans, bien là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des proéminences osseuses, puis aussi même jusqu'au pli interfessier, on voit que là, on arrive dans le fond du coussin, puis là, il y a des pics de pression, on est même rendu dans le rouge. Finalement, juste pour que vous voyez ici, je vous ai ressorti aussi la surface de pression avec, nous, ce qu'on appelle là, la description que je vous ai donnée sur le coussin Maxima, qui était le biseau-crural de 3/4 de pouce et les biseaux pelviens. On utilise cette base-là qu'on fixe sur le plastazote et qu'on met directement en dessous du coussin ROO pour reproduire un ROO profilé. La raison pour laquelle on a tendance à utiliser ça plus que le ROO Enhancer, c'est que le ROO Enhancer est plus difficile à calibrer qu'un ROO 3 pouces sur une base biseau. Par ailleurs, c'est beaucoup plus facile d'être sûr que le coussin ROO, qui lui a sa propre housse, parce que la base, elle a une housse qu'on fixe directement sur la plaque rigide de l'appareil. Donc, quand on lave la housse, ils vont remettre la housse n'importe comment, mais sur un coussin ROO 3 pouces, peu importe dans quel sens ils vont le mettre, il va être encore un ROO 3 pouces, tandis que là, s'ils mettent une housse tout croche sur un ROO Enhancer puis qu'ils l'inversent, à ce moment-là, on risque de se retrouver avec les mêmes effets que le coussin Maxima mis à l'envers. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'éviter d'avoir exactement ce coussin-là, le ROO Enhancer, parce qu'on pense que ça a cet effet-là au niveau de l'ajustement. Et puis du mauvais sens. Donc, je vous montre que ce n'est pas parfait, mais il y avait une légère différence au niveau du nombre de cellules qui étaient sollicitées avec l'ajout de la base Biseau Maxima qui était à droite. On a quand même quelques limites par rapport à cette expérimentation-là, puis c'est par souci de transparence que je voulais vous les communiquer, c'est-à-dire que les prises de mesure ont été faites avec un sujet qui n'était pas handicapé, a priori. Après ça, les prises de mesure, on les a faites après 2 minutes, des fois 3 minutes, au lieu de 8, parce que c'est ça la norme pour une personne qui ne présente pas de handicap. Mais c'est sûr qu'on aurait peut-être eu une différente image si on avait attendu plus longtemps. Mais on en est conscient. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a tentativement pris le même moment pour prendre la captation. Je pense que c'était 3 minutes 34, là, mais ça, on l'avait sur un chronomètre, puis on a pu comparer vraiment à temps égal. C'est pas scientifique, ça ne suit pas un protocole scientifique, mais par contre, c'est assez évocateur. Puis au niveau de l'enseignement, on n'a pas vraiment besoin de plus que ça. C'est vraiment plus une question de sensibilisation. C'est ce que je voulais vous montrer comme type d'utilisation qu'on peut faire avec le pressure mapping. Maintenant, nous autres, on est au moment où on doit se choisir un nouveau système. Ce n'est pas moi qui ai piloté ce dossier-là, mais
On est toujours un petit peu à la merci de fournisseurs lorsqu'on veut se pourvoir de ce type de technologie-là. Puis, tu sais, quand on vient nous présenter les équipements, comme on n'est pas des spécialistes en ingénierie, on a tendance parfois à être charmé par un ou deux items qui nous est dit. Puis après ça, quand on retourne en équipe, on est tous des cliniciens, puis là, on se demande, tu sais, ça coûte cher, on n'en achètera pas un l'année prochaine. Là, on fait-tu un bon choix, oui ou non? Alors, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré les deux compagnies. On a rencontré la compagnie qui produit le BodyTrack, qui était l'ancien FSA, et la compagnie Xsensor pour qu'on nous explique leur système respectif, comment ils fonctionnent, tout ça. Et on est aussi allé voir la compagnie Amiliar qui, eux, font des projets de recherche et qui utilisent un matelas de captation de pression. Puis, on leur a demandé comment ils avaient fait, eux autres, pour sélectionner leur système. Puis, avec ces informations-là provenant de ces deux secteurs différents, on a fait, c'est Dominique Gélinas-Bronsard, ma collègue, qui a fait une synthèse là, des principales différences. La première diapositive est peut-être un petit peu plus ardue parce que c'est les différences au niveau de physique, des différences de la physique du système, si on veut, comment il fonctionne, puis je ne vais pas vous les lire, je vais vous les laisser parce que je pense que quand vous voudrez vous pencher sur la chose, il faut regarder comme il faut, là, si vous avez un intérêt en particulier sur l'aspect physique, vous pourrez lire, là, on parle ici là, de réseaux, de matériaux conducteurs, d'élastomères, on parle aussi de voltage. Donc, je vous laisse vous tremper là-dedans une matière absolument digeste. Puis, je vais vous amener sur la deuxième diapositive qui, elle, parle plus en français des principales différences entre les deux types de systèmes. Donc, les capteurs dits résistifs, c'est des capteurs qui vont être sensibles à la pression, mais aussi au mouvement que les deux réseaux de matériaux qui forment la structure vont avoir. C'est également des capteurs qui vont être sensibles au changement de température. Quand on les compare avec les capteurs captacitifs, eux autres sont seulement sensibles à la pression. Donc, on peut s'imaginer qu'ils vont être plus fiables, surtout si on mesure la pression sur un coussin profilé. Parce qu'un coussin plat, bon, on appuie plus directement, puis la pression est plus répartie. Tandis qu'un coussin profilé, bien, à cause des pentes dans le coussin lui-même, on peut se retrouver avec des mouvements de force dans différents angles. Donc, on pourrait penser que ça aurait un effet bénéfique d'avoir un système qui ne quantifie que la pression et qui n'est pas affecté par les flexions du réseau là, de soutien du matelas. Ensuite, le réseau résistif, lui, a tendance à continuer à mesurer une augmentation de la pression lorsque la pression est plus prolongée, comme si c'était quelque chose de proportionnel. Par ailleurs, le capacitif, lui, il n'y a pas de variation sur la durée de l'essai. Donc, la pression qu'on capte, c'est une pression qui n'aura pas de variation, ce qui pourrait s'avérer être un avantage. Du moins, c'est comme ça que nous, on l'a pensé. Ensuite, pour le résistif, je dis, théoriquement, ça devrait être équilibré avant chaque essai, parce qu'il y a un enjeu avec le poids du client. Donc, c'est sûr qu'on peut continuer à prendre les mesures. Puis si on compare un coussin avec un autre coussin pour le même bénéficiaire, parfois la calibration n'est pas si importante si on veut plus voir l'image. Par contre, il offre ce type de calibration-là potentielle avec le poids. Puis beaucoup de nos centres ont des balances qui peuvent peser le client. Donc, à ce moment-là, si on n'a pas le poids déjà en partant quand le client vient, à ce moment-là, ce serait une donnée qu'il faudrait entrer dans le système. Par ailleurs, le capacitif, lui, de son côté, c'est seulement le manufacturier qui peut le calibrer.
Fait que donc, on le fait calibrer s'il y a des réparations ou il y a des bris. Ça peut vouloir dire se passer du système pendant quelques semaines, surtout si on doit l'envoyer à Calgary, là. Fait que donc, ça, c'est un facteur qu'il faut tenir en ligne de compte. Il y a d'autres facteurs qui peuvent être intéressants à garder en tête. Par exemple, la convivialité des interfaces et des applications. Est-ce que c'est compatible avec tous les types d'écrans? On peut-tu l'avoir sur un iPad? Donc, c'est compatible avec quoi? C'est quoi les options de transfert de données? Est-ce que ça demande des PDF? On peut-tu transférer les vidéos? Est-ce que c'est sans fil ou muni d'un fil? La possibilité de le connecter avec plusieurs tapis. Il y a des centres qui peuvent avoir un tapis pour le dos, un tapis pour le siège. Ça peut être un choix aussi. L'option de la taille de tapis, par exemple, on pourrait avoir des tapis plus grands qui pourraient être utilisés en position couchée. La transportabilité, le nombre de cellules de captation de pression. Puis là-dessus, nous autres, on voulait vous dire, on a posé beaucoup de questions, puis on nous dit que au demi-pouce, ne fait pas une différence au niveau clinique. C'est vraiment au niveau de la recherche. Fait que donc, on ne nous suggérait pas d'aller avec des cellules au demi-pouce, mais bien de rester au pouce. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose auquel on a adhéré. Et évidemment, le service que la compagnie va offrir ou les délais pour l'entretien et la calibration du système. Peut-être que ça ne sera pas utile pour vous, mais je pensais de l'intégrer dans la présentation parce que parfois, surtout s'il y a des gens qui sont plutôt isolés dans des SAT à l'extérieur, bien, ça peut être intéressant de partir de quelque chose avant de se faire une tête là, pour le choix d'un système. Ça m'amène à la conclusion. Donc, en conclusion, ce que je voudrais vous transmettre comme information, c'est qu'il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer de l'utilisation du pressure mapping. Ce n'est pas juste une question de choisir le type de coussin pour un client, ça peut nous apprendre beaucoup plus que ça. Il faut toujours s'assurer d'avoir fait les bons ajustements sur le fauteuil du client avant de commencer à prendre des mesures de captation de pression. Et si on prend la captation avec les bras sur les appuis-bras, bien, il faut toujours que les bras soient sur les appuis-bras pour chaque coussin pour lequel on va prendre des mesures. Respecter le 8 minutes avant la prise d'empreinte pour les personnes handicapées, ça fait partie des gold standards, là, des meilleures pratiques dans la recherche. On peut comparer les images pour un même client dans la même condition, mais donc, ne pas faire ça sur plusieurs jours parce qu'il y a trop de paramètres qui changent. Puis, il n'y a aucun moyen de faire une généralisation en disant qu'il y a un coussin magique qui règle tous les problèmes de pression, là. Chaque cas est unique, puis évidemment, il va falloir continuer à faire des prises d'empreintes quand on a des clients plus problématiques, parce que c'est le meilleur moyen pour essayer de trouver la bonne surface. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette présentation et on est rendu à la section questions et commentaires. Super, merci beaucoup, Élise. Donc, je vais commencer par arrêter l'enregistrement.